Alors, bonjour à toutes et à tous. Les textes scolaires que nous avons examinés durant les précédents cours, aussi bien les ostraca de Del el-Bahit que le manuel du monastère d'Apa Jérémie à Saqqara ou d'Apa Apollo à Bawit, ont beau s'inscrire dans un enseignement de la lecture et de l'écriture du copte, nous avons malgré tout vu l'importance qu'y jouait le grec, et pas seulement parce que cet enseignement emprunte pour une part, ses méthodes d'enseignement au grec, à l'enseignement grec. Ainsi, au niveau élémentaire, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture du copte passait par la maîtrise de l'alphabet grec, évidemment, par celui des syllabes qui reflètent pour une grande part la phonologie de la langue grecque. Quant aux mots, ils sont, on l'a vu dans les listes de mots, ils sont pour une large part des substantifs ou des noms propres grecs. Si l'élève poursuit ses études au-delà du niveau de l'école élémentaire, du grammatistes, c'est qu'il appartient à un rang social où la connaissance du grec est nécessaire. Je le répète, langue de l'État et du droit, le grec est indispensable pour faire carrière, pour dialoguer avec l'administration ou tout simplement pour établir des contrats. Mais le grec est aussi la langue de l'Église. Basée à Alexandrie, cité linguistiquement et culturellement mono-grec, le patriarcat d'Égypte avait assis de longue date à travers tout le territoire égyptien, ce qu'on appelle la Kora, une hiérarchie avec laquelle il communiquait en grec. Les témoignages les plus connus de ces écrits sont ce qu'on appelle les lettres festales qui circulaient, envoyées par le patriarche d'Alexandrie aux évêques, et ces lettres circulaient d'évêché en évêché. Ce sont des lettres par lesquelles l'évêque d'Alexandrie annonce la date de Pâques, puisqu'il avait le privilège de fixer la date de Pâques, et en profite pour traiter de sujets à contenu doctrinal ou disciplinaire, comme en témoigne le dernier exemple connu, qui date soit de 713, soit de 719, qui est écrit en grec, même si ces lettres festales, quoique rédigées en grec, pouvaient à un certain moment être traduites aussi en copte, mais l'original est en grec. L'épigraphie ecclésiale, monumentale, apporte des témoignages encore plus tardifs de l'usage du grec comme langue officielle de l'Église, avec le linteau inscrit de l'église de la Moilaka, l'église suspendue, vous pouvez visiter si vous allez au Caire, et ce linteau date de 735. Alors cet état des choses s'est maintenu bien au-delà du concile, vous le voyez, bien au-delà du concile de Chalcédoine de 451, qui entame un processus de scission entre Byzance et l'église, on va dire, byzantine, et l'église copte. Scission cette église ne s'institutionnalisera qu'à partir de Justinien. Ce qui montre à la fois combien le prestige du grec transcende les dissensions politico-religieuses et surtout combien il serait erroné, comme on a pu s'y risquer par le passé, de faire de l'opposition entre chalcédoniens et anti-chalcédoniens, c'est-à-dire partisans des décisions prises durant le concile de Chalcédoine, ou au contraire luttant contre ces décisions, de faire de cette opposition une grille d'analyse correspondant à une prétendue fracture linguistique entre coptophones et hellénophones. Les hellénophones seraient des partisans du concile de Chalcédoine, tandis que les coptophones seraient au contraire les partisans, les anti-chalcédoniens. Comme d'ailleurs, il serait faux de penser que cette opposition a pu, en tout cas à époque ancienne, entretenir un nationalisme égyptien qui se serait cristallisé autour d'une identité ethnico-religieuse. Alors ce prestige du grec explique que la liturgie en Égypte restera longtemps d'expression grecque, même si certaines parties de la liturgie se coptisent en fonction de leur plus ou moins grand degré de formalisme. Ainsi, si les prières
commence à faire place aux Coptes dès le 6e, aux Coptes dès le 6e, 7e siècle. Les hymnes et les acclamations, qui constituent d'autres parties de la liturgie, résistent plus longtemps à l'introduction du copte, pour laquelle il faut attendre, comme vous voyez, le 8e, 9e siècle. Donc pendant très longtemps, on utilise le grec dans la liturgie. Les clercs et les moines se devaient donc de connaître eux aussi un minimum de grec, selon évidemment la responsabilité qu'ils pouvaient avoir. Dans de telles conditions, comment dissocier a priori l'enseignement du copte et du grec ? Cette relation, que je dirais consubstantielle, entre les deux langues se manifeste dès les premiers documents scolaires que nous avons, à une période où le copte venait tout juste de naître et où donc il devait être enseigné. Alors regardons le plus ancien texte scolaire copte proprement dit. J'élimine là tous les exemples écrits dans ce qu'on appelle le vieux copte. Je parle du copte tel qu'il s'est développé à partir de la fin du IIIe. Alors ce plus ancien texte scolaire se trouve dans un codex de 7 tablettes qui devaient être reliées ensemble, conservées à la Bodléienne, à Oxford. C'est un codex que j'avais eu l'occasion déjà de vous présenter il y a des années, mais dans une autre perspective. Ce codex, qui est typique de ceux que nous avons déjà rencontrés dans notre enquête sur l'école, a été édité pour la partie copte par le grand coptisant anglais Crum en 1934-37 et pour la partie grecque par un autre grand papyrologue, mais cette fois-ci du côté du grec, Peter Parsons, en 1970. Alors le fait que cet ensemble, vous voyez, a été publié en 2 fois, et avec un intervalle assez long entre les 2 publications, sans une couverture d'ailleurs photographique complète, n'a pas aidé évidemment à appréhender ce codex globalement et à voir comment la partie copte s'intègre à la grecque à une époque aussi ancienne. Et c'est l'intérêt majeur de cette pièce. Alors, ce codex a été acheté à Luxor. Il fait partie d'un lot de tablettes provenant de la collection d'Archibald Sayce, qui est un très grand assyriologue, mais qui s'intéressait aussi à l'Égypte, qui a eu l'occasion de visiter l'Égypte, d'acheter des antiquités. Il s'est constitué une collection, et entre autres objets de sa collection, au milieu des tablettes qu'il avait, il y a aussi 9 tablettes qui, elles, viennent assurément d'Ibis, qui est une cité qui se trouve dans l'oasis de Kharga. Et donc on pourrait penser que le codex dont je vous parle, dont je vais vous montrer les photos dans quelques secondes, pourrait aussi venir des oasis. En tout cas, il est écrit dans un dialecte qu'on appelle l'armimique, qui est caractérisé notamment par l'usage d'une lettre copte bien particulière, une espèce un hori barré. Et ce dialecte armimique confirme que le codex a été rédigé dans la région thébaine, ce qui, eu égard au rapport étroit entre la vallée du Nil au niveau de Thèbes et l'oasis de Kharga, pourrait très bien confirmer une origine oasite de notre codex. Quant à sa date, voilà une tablette de ce codex. Quant à sa date, Walter Crum proposait la première moitié du IIIe siècle, ce qui est excessivement ancien pour un texte en copte, en s'appuyant sur l'expertise de Hunt et d'Edgar Lobel. Peter Parsons préfère, lui, la fin du IIIe siècle. Et pour ma part, je pense qu'il serait prudent de ne pas exclure là le tout début du IVe siècle, et j'en veux pour preuve ce papyrus qui date de 346, qui présente un certain nombre de similarités paléographiques avec notre tablette. Donc je serais prudent, disons fin IIIe, peut-être du début du IVe siècle. Ce codex est constitué
des parties suivantes qui ne suivent pas toujours l'ordre des tablettes. Alors, on commence par la tablette 1, qui sur le recto, 1A, offre la déclinaison des pronoms et démonstratifs grecs égaux, moi, su, toi, outos, celui-là, hotos, lui, et ekeinos, celui-ci, au nominatif, génitif, datif, accusatif, évocatif, singulier. Alors, le pluriel suit, comme vous le voyez ici, mais la personne qui a écrit cette phase de la tablette s'est interrompue et n'a pas poursuivi. C'est le seul exemple d'un exercice scolaire relatif à la déclinaison des pronoms et démonstratifs. Cette première section a pour fonction non seulement d'apprendre les déclinaisons, mais, je dirais peut-être surtout, la terminologie de la déclinaison, c'est-à-dire le nom des cas, nominatif, vocatif, etc. Et cela nous indique que nous sommes à un niveau supérieur à celui du maître élémentaire, le grammatistes. Nous sommes probablement dans la classe du grammaticos, c'est-à-dire du grammairien. Alors, on passe ensuite à un autre type d'exercice, une paraphrase des 21 premiers vers du chant 1 de l'Iliade d'Homère, qui commence sur la tablette 1B, donc le verso, et qui se poursuit sur la tablette 4A, c'est-à-dire 4 recto. C'est une paraphrase qui est 4 fois plus longue que l'original d'Homère, ce qui montre que ce texte n'avait pas à l'origine pour but de résumer le texte d'Homère ou de le rendre, on va dire, plus compréhensible en le reformulant avec du grec de la koiné, mais que le but de cet exercice était une reformulation rhétorique à la faveur d'un exercice prisé dans l'éducation antique. Et là encore, je vais vous lire ce que disait Quintilien dans son institution oratoire. Je ne veux pas que la paraphrase se réduise à une simple interprétation. Alors en latin, interpretatio, le terme est ambigu parce qu'il peut signifier à la fois explication et traduction. Mais Quintilien ajoute, je ne veux pas que ce soit une simple interprétation, mais qu'il y ait autour des mêmes pensées lutte et émulation. Autrement dit, que cet exercice donne lieu à une espèce de concours de formulation qui, évidemment, donne à cet exercice un caractère éminemment rhétorique. Nous sommes donc, là encore, avec cet exercice, dans le type d'enseignement dispensé par un grammaticos, un grammairien. La tablette 5A et 3A et B donnent des tables de division qui vont de 1/2 jusqu'à 1/12, en sautant 1/7. Alors vous voyez comment ça se présente. De 1, 1/2 est 1/2, de 2, 1/2 est 1, de 3, 1/2 est 1, 1/2, etc., etc. Et on va jusqu'à la dernière ligne, de 20, 1/2 et 10. Et ensuite, on passe à 1/3, 1/4, etc. Alors, ce type d'exercice qu'on n'a pas tellement rencontré, parce que jusqu'ici, je vous ai parlé surtout de l'école dans le domaine des lettres, de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des exercices qui confèrent une éducation lettrée aux élèves. Je ne vous ai pas parlé tellement des exercices mathématiques, mais ici, vous en avez un exemple. Avec la tablette 5B, nous passons à un exercice qui s'intitule « Flexion d'une crie ». Alors cette section, en fait, donne les outils d'un exercice qui consiste à décliner une crie. Je vous rappelle qu'une crie, c'est une espèce de
de phrases mémorables prononcées par un personnage, notamment souvent illustre. Un cri, ça vient du grec kreia, qui veut dire utilité. Ce sont des phrases à dimension édifiante et donc qui sont utiles pour la formation d'un élève. Et donc cet exercice consiste à décliner nos cris aux différents cas et ensuite de les mettre au singulier, au duel et au pluriel. Alors la clé de cet exercice nous est donnée par le rhéteur Théon dans ses Progymnasmata, c'est-à-dire c'est un ouvrage qu'il a consacré aux exercices préparatoires à la rhétorique. Dans le chapitre qu'il consacre à la cri, eh bien, Théon propose aux maîtres d'école d'utiliser la cri comme exercice de flexion. Je le cite. « Nous mettrons tour à tour les personnes de la cri aux trois nombres. Soit la cri, l'orateur Isocrate a dit que les disciples doués étaient des enfants des dieux. La flexion sera singulier avec singulier. L'orateur Isocrate a dit que le disciple doué était un enfant des dieux. Duel avec duel. Deux orateurs Isocrates, ça devient un peu compliqué, deux orateurs Isocrates ont dit que deux disciples doués étaient deux enfants des dieux. Pluriel avec pluriel. Les orateurs Isocrates ont dit que les disciples doués étaient les enfants des dieux. Théon ensuite propose de fléchir la cri aux différents cas. Pour la mettre au génitif, on l'introduira entre autres par une phrase, logos apomnémonoetai et hypontos, on rapporte qu'il a dit. Pour la mettre au datif, on l'introduira par édoxène, il a paru bon à moi, et donc ensuite on mettra tout au génitif, ou il a paru bon à Isocrate, et on mettra ensuite tout au datif, pardon. Pour l'accusatif, on introduira la phrase par facine, on dit que, qui se construit avec une infinitive, donc avec l'accusatif. Alors, une tablette scolaire du IIIe siècle, d'une autre collection, du British Museum, nous donne une illustration de cet exercice de la main même de l'écolier. Vous avez ici, donc là, ce n'est pas Isocrate, c'est Pythagore, le philosophe, etc. Bon. Et la phrase, vous voyez, là est mise au génitif, ici au datif, avec édoxène, il a paru bon à Pythagore, etc. Donc, on a ici un exercice qui suit exactement les recommandations de Théon dans ses Progymnasmata. Nous n'avons, dans notre tablette, nous n'avons que la méthode pour mettre en pratique cette flexion de la cri, indice que nous avons plutôt affaire à un livre de maître et non d'écolier. La tablette 7a donne la conjugaison du verbe contract poiein, faire, à l'indicatif présent, imparfait, parfait, plus que parfait, aoriste, futur. Et là, vous avez l'ordre des temps tels qu'ils étaient pratiqués dans l'Antiquité, qui n'est pas celui que suivent nos grammaires aujourd'hui. D'abord au singulier, puis au duel, et enfin au pluriel, pluriel qui n'est pas complet puisque le scripteur s'arrête en cours de route. Alors, il ne s'agit jusqu'ici, vous avez vu, que des exercices grecs typiques du plus pur enseignement du grammatikos grec. Aussi est-il très étonnant de trouver en plein milieu un texte qui détonne par sa langue. Il se trouve sur la tablette 2a. Il s'agit du psaume 45, des versets 3 à 10, qui est recopié. L'extrait commence abruptement avec Djé, car le Seigneur est élevé, il est terrible, c'est le grand roi de toute la terre, etc. Et l'extrait donc commence au vers 3 et va jusqu'à la fin du psaume 45. Et puis vous avez une autre tablette du même codex qui est écrite en copte, mais malheureusement, le texte est extrêmement effacé et personne n'a pu lire
que des lettres éparses sans que cela donne un sens. Alors, non seulement le copte semble faire figure d'intrus dans cette tablette, mais en plus, la présence d'un psaume à côté d'une paraphrase d'Homère est a priori extrêmement étonnante. Aussi peut-on se demander si c'est la même personne qui a écrit toutes les sections de ce codex. Alors, d'après l'analyse paléographique de Peter Parsons, le codex est écrit par 3 personnes, donc main 1, main 2 et main 3. La main 1 a écrit les tables de division, la main 2, la conjugaison de Poiein, et la main 3, probablement tout le reste, à savoir la déclinaison des pronoms, la paraphrase d'Homère et notre texte copte, encore que ce dernier soit d'une écriture plus bâclée. Hein. Si vous comparez, vous voyez, l'écriture est plus bâclée par rapport à celle-ci. Alors, je ne peux pas vous montrer de photos de la main 2 parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, ce codex a été publié sans une couverture photographique complète et ces photos ne sont pas disponibles ni dans les publications ni sur les différents sites papyrologiques en ligne. Pour Giuseppina Azzarello, qui a publié les exercices mathématiques et qui du coup s'est intéressé, a repris l'examen de l'ensemble de ce codex, pour Giuseppina Azzarello, en fait, il n'y aurait que 2 mains, la main 1 et 3 étant identiques, et ne se différencieraient que par la plus grande rapidité dont le scripteur aurait fait preuve pour les tables de division, du fait de leur caractère, vous avez vu, très répétitif. Quoi qu'il en soit, l'auteur, je suis plutôt partisan de l'analyse de Giuseppina Azzarello, mais quoi qu'il en soit, l'auteur des quelques lignes de copte aurait donc aussi écrit la plus grande partie des tablettes en grec. Alors comment le caractériser, ce scripteur, ce personnage qui a écrit ces tablettes? Selon Peter Parsons, la main manifeste une habitude certaine de l'écriture. Il ne s'agirait donc pas d'un écolier, d'un niveau de ceux qui apprennent à lire et à écrire, mais plutôt d'un étudiant avancé ou d'un maître d'école. Pour ma part, je considère que l'écriture n'est pas si aisée qu'on a pu le prétendre. Alors, certes, elle est rapide, mais elle n'est pas si fluide que ça, comme vous le voyez à l'écran. Le scripteur a tendance à ne pas ligaturer les lettres sans pour autant parvenir à une écriture calligraphique, à une majuscule calligraphique. Autrement dit, il hésite entre la cursive, à laquelle certaines lettres empruntent leur forme, comme vous pouvez le voir ici. Il hésite donc entre une écriture cursive sans pouvoir véritablement maîtriser l'écriture calligraphique. Donc l'allure générale, personnellement, ne me semble pas dépourvue d'une certaine maladresse, peut-être due au fait que le scripteur cherche à copier un texte en lui conférant un caractère un tant soit peu calligraphique, tout en luttant contre une tendance à écrire en cursive dans une écriture plus rapide. Tout cela, en fait, ne permet pas de choisir entre un étudiant avancé, et donc alphabétisé de longue date, ou un maître un peu trop pressé, on va dire. Mais alors, si l'une ou l'autre hypothèse exclut que le texte copte soit un exercice de copie, ce qui ne cadrerait d'ailleurs pas avec le niveau d'enseignement qu'impliquent les autres exercices de ce codex, à quelle fin a-t-il été recopié? Dans le cadre d'un apprentissage du texte biblique? Mais dans ce cas, on ne comprendrait pas que le texte du psaume ait été tronqué et qu'il commence en plein milieu d'une phrase, sur la subordonnée commençant par « je ». Il nous faut replacer en fait cet exercice dans le contexte général du codex. La question se pose de savoir pourquoi ce groupe de tablettes mêle exercices en grec et en copte.
La réaction la plus naturelle serait de penser que l'on a affaire à un Égyptien tentant de s'initier au grec et à la culture grecque à travers sa langue, évidemment son auteur de référence, Homère. C'est ainsi que Crum envisage la situation. Selon lui, le fait que les parties en grec soient d'une écriture plus soignée que celle en copte confirmerait que l'on a affaire à un Égyptien dont le soin se serait relâché dans les exercices écrits dans sa langue maternelle qui lui demanderaient moins d'attention, de concentration. Mais cette opinion, l'opinion de Walter Crum, a été critiquée par Louis-Théophile Lefort dans le compte-rendu édité, le compte-rendu qu'il a fait de cette publication, édité dans le Muséon en 1935. Pour le savant belge, ce codex est celui d'un écolier grec du IIIe siècle faisant l'apprentissage du copte. Et là, je le cite. Et je vais continuer à le citer avec le texte que vous avez à l'écran, où il donne des arguments pour justifier cette thèse. L'orthographe du morceau trahit à ne pas s'y méprendre une oreille grecque et permet de suivre les efforts d'un jeune grec débutant en copte. En effet, parmi les fautes d'orthographe, il est curieux de constater un phénomène significatif. Les sons qui sont exprimés en copte par les caractères empruntés au grec sont rendus sans hésitation, sauf une double exception très naturelle. Une fois la sifflante bilabiale sonore OU est rendue par l'occlusive B, et une fois l'inverse, c'est-à-dire B rend OU. Il en va, ou plutôt est rendu par OU. Il en va tout autrement des sons que les coptes ont dû exprimer par des caractères dérivés du démotique. La sifflante bilabiale sourde, c'est-à-dire le faille, feu, aurait dû figurer 11 fois. Or, elle est rendue une fois par la sonore correspondante OU et 10 fois par l'occlusive B. La focale H, c'est-à-dire le hori, qui correspond à une aspiration, qui devait arriver une douzaine de fois, manque complètement, et non pas par suite de la carence d'un caractère idoine, car l'autre focale, le hori barré, typique du dialecte armimique, est employé 4 fois. Or, il est évident que l'existence du caractère hori barré, qui malheureusement n'a pas de nom, on n'a pas réussi à trouver son nom antique, présuppose celle du hori, dont il n'est qu'un dérivé. Le phénomène trahit simplement, selon nous, une forte tendance à la psillose, c'est-à-dire à une disparition de l'aspiration dans la prononciation du maître ou de son élève. Et Lefort continue avec ce qu'il appelle ce qui lui semble être des signes de gaucherie, notamment le remplacement du janja par un ki, et il nous dit « simple accident graphique qui nous révèle que sans doute le maître partait du grec et enseignait que le janja est un ki porté par une barre horizontale, oubliée 3 fois par son élève. » Voilà. Alors, désolé, c'est un texte qui présente une argumentation un petit peu technique. Je dois dire que j'ai du mal à suivre Lefort et à voir dans l'auteur de notre codex un grec ou un hellénophone. Tout d'abord, la confusion entre le janja et le ki que vous avez ici. Vous voyez que là, on a jaïs, qui est la forme armimique de Joïs, le seigneur. Eh bien, le janja que vous avez ici, et qui devrait être là, eh bien, il a oublié la barre horizontale, donc on a un ki. Alors, cette confusion entre ki et janja, qui ne commet que 4 fois sur 9, à mon avis, ne doit pas être sursollicitée. Dans la mesure où notre scripteur ne soigne pas sa copie du psaume, comme en témoigne son écriture rapide et irrégulière, eh bien, l'omission du trait horizontal, qui distingue le ki du janja, est à mettre sur le compte de sa précipitation, d'autant que sa façon d'écrire le janja, sans ligaturer les 3 éléments de la lettre, rendait le tracé de ce trait horizontal plus laborieux, puisqu'il freinait en fait la course du calame. Il était obligé de revenir en arrière pour faire ce trait. Donc il a pu très bien, dans sa précipitation, l'oublier. Aussi, l'a-t-il omis à plusieurs reprises sans s'être corrigé.
Cette erreur ne manifeste en rien une ignorance chez lui, ni n'est l'indice d'un enseignement dispensé par un maître grec, mais tout simplement un manque d'application. Par ailleurs, un certain nombre d'erreurs peuvent être mises sur le compte des particularismes dialectaux. Vous savez que le copte n'est pas une langue homogène et que selon les régions, eh bien, les mots ne se prononçaient pas de la même façon. Nous sommes ici avec un dialecte typique, particulier qu'on appelle l'art mimique, et par exemple l'absence d'aspiration que vous avez à plusieurs reprises, par exemple le mot grec ethnos, qui en copte normalement s'écrit avec une aspiration au début, en hori. Ici, achai, normalement, ça correspond en saïdique à erchai, mais avec une aspiration entre le epsilon et le rho. Ici, vous avez kach, la terre. Normalement, vous avez aussi le hori, c'est-à-dire une aspiration à la fin. Mais là, vous voyez que ces aspirations ont disparu. Eh bien, l'absence de l'aspiration est un phénomène qui est connu dans les textes, justement, écrits en dialecte armimique. Et de même, certaines des erreurs que pointe Le Fort participent aussi d'un système orthographique différent de celui plus commun, par exemple l'utilisation, le remplacement du ou par un bêta, etbab pour etwab. Bon. Même si l'on considère que ces erreurs, avant tout graphiques, manifestent chez notre scripteur un manque de familiarité avec les lettres égyptiennes, cela n'en fait pas nécessairement un grec. Il me semble plus vraisemblable qu'il s'agisse d'un Égyptien qui ne s'est pas encore habitué avec ces fameuses lettres supplémentaires, qui ne maîtrise pas encore l'élément non grec de l'écriture copte. Cela peut s'expliquer par le fait que notre Égyptien a commencé par recevoir une instruction grecque, tandis que sa formation à l'écriture copte serait secondaire. Autrement dit, quoique de langue maternelle copte, il aurait d'abord été alphabétisé en grec et serait donc plus à l'aise avec l'écriture grecque, ce qui n'aurait rien d'étonnant au IIIe siècle, période où l'écriture démotique n'est plus utilisée dans la société laïque et où les Égyptiens n'ont que le grec pour communiquer entre eux, et donc ils étaient condamnés à apprendre le grec. Si j'ai raison, ce codex de tablettes émanerait d'un milieu égyptien profondément hellénisé, mais tentant d'élaborer un enseignement qui fasse aussi place au copte à une époque où l'enseignement grec a le monopole, mais où le copte, venant d'émerger, eh bien, commence à se doter d'une écriture et à élaborer une culture écrite. Il ne s'agit donc pas de remplacer l'enseignement grec par un enseignement copte, mais d'intégrer l'un dans le cadre de l'autre, lequel, le grec auréolé du prestige de l'ancienneté, procédant d'une pédagogie qui a fait ses preuves et correspondant aux exigences d'une société fondée sur la pratique écrite grecque, ne pouvait que rester prépondérant pendant encore très longtemps. Le décalage entre alphabétisation grecque et copte chez notre apprenti pourrait pointer vers une époque ancienne où l'alphabétisation copte était encore considérée comme superflue ou à tout le moins secondaire et en tout cas inféodée à la grecque. Et c'est à la faveur de l'étude du texte biblique que le copte parvient à prendre sa place. Souvenez-vous, j'ai eu l'occasion d'en parler il y a quelques années ici même. Si l'enseignement grec s'appuie avant tout sur le texte d'Homère, fondement de la païdéia grecque, et nos tablettes en donnent encore une preuve avec la paraphrase de l'Iliade, eh bien l'enseignement en copte passe et passera encore longtemps par la copie ou l'écriture des écritures de la Bible en version copte, seul patrimoine littéraire écrit qu'il puisse revendiquer pour l'heure. Et encore, le texte biblique implique-t-il une connaissance du lexique grec, puisqu'il est truffé d'emprunts grecs? Rien que dans le passage qui est copié sur notre tablette, du psaume, les 10 lignes de copte contiennent 15 mots grecs qui calquent les mots de l'original grec. Vous voyez, je les ai mis en rouge. Donc voilà la version grecque, voici la version copte,
Et vous remarquerez que vous avez, chaque fois qu'il y a un mot en rouge dans le texte grec, eh bien, vous l'avez ici en copte. Hein. Laos, Laos, ethné, le pluriel d'ethnos, ethnos, cléronomia, cléronomia, etc. Aussi, l'enseignement du copte devait-il se faire sur un minimum de base de grec. Si ce codex de tablettes reflète une situation nouvelle, celle d'une époque qui voit l'émergence du copte et sa prise en compte dans l'enseignement, eh bien, il atteste surtout d'un phénomène qui va durer longtemps et s'affirmer avec les siècles, celui de la coexistence en milieu scolaire du copte et du grec, et surtout de la nécessité qu'avait le premier de cohabiter avec le second, et ce d'autant plus qu'on avance dans le niveau d'études. Alors après le cas exceptionnel de ce codex, exceptionnel par son ancienneté hein, et par le fait qu'il documente un niveau d'études pour lequel nous avons moins de témoins papyrologiques, hein, vous avez vu que nos exercices concernent surtout le niveau du grammatistes, hein, le niveau élémentaire. Donc après le cas exceptionnel de ce codex, eh bien, regardons comment, durant les siècles qui ont suivi, l'enseignement dispensé à des coptes a fait place aux Grecs. Regardons si la documentation scolaire reflète le multilinguisme et le multiculturalisme de la société égyptienne de l'Antiquité tardive. Alors commençons par le commencement, l'apprentissage de l'écriture. Nous avons vu combien il était difficile hein, de situer linguistiquement les alphabets ou les essais de lettres isolées qui ont été découverts en grand nombre. Un alphabet comprenant les lettres coptes peut très bien avoir été copié dans le cadre d'un enseignement grec s'adressant, j'ai eu l'occasion de vous le dire, à des hellénophones natifs, la connaissance des lettres coptes pouvant leur être utile, hein, à eux aussi, eux qui, dans la vie de tous les jours, baignaient dans un monde où l'on parlait le copte et où l'on pouvait éventuellement même, dans un document grec, insérer des lettres coptes. Hein, j'avais eu l'occasion de vous montrer cette liste qui est en grec, hein, cette comptabilité où vous avez un certain nombre de noms qui sont écrits avec des lettres coptes, alors qu'il s'agit d'un document grec. Inversement, un alphabet sans lettres grecques peut très bien avoir été recopié par un copte dans un premier stade de l'apprentissage des lettres, puisque le copte est avant tout constitué de lettres grecques et que les lettres supplémentaires coptes étaient enseignées, on l'a vu hein, souvent, à part. Elles sont même séparées sur les tablettes par des traits, à part ou après, dans un second temps. À ce niveau, il est difficile donc d'inférer des documents scolaires la coloration linguistique de l'enseignement et le profil linguistique de ses bénéficiaires. On pourrait penser aussi que, puisque le copte a recours à l'alphabet grec, avec quelques lettres supplémentaires, qui sont dérivées du démotique, mais lorsque le copte a emprunté ces lettres, il a essayé de les inscrire dans le système graphique grec. Hein, c'est quelque chose de très important. En fait, ces lettres n'ont plus rien graphiquement de démotique, elles ressemblent à des lettres grecques légèrement modifiées. Donc on pourrait penser que puisque le copte a recours à l'alphabet grec, quiconque apprend à écrire en copte apprend nécessairement à écrire en grec. Autrement dit, l'enseignement de l'écriture copte donnait par là même aux élèves les bases suffisantes pour écrire en grec. Mais est-ce si vrai? En fait, si les lettres sont pour une grande part les mêmes, l'écriture en tant que réalisation graphique d'ensemble développe des différences nettes entre grec et copte. Le fait que le copte fut cantonné longtemps à la copie des textes littéraires, la Bible, à la rédaction des lettres privées, explique une de ses caractéristiques les plus saillantes, sa tendance à la non-cursivité, ces allures de majuscules propres à la copie des papyrus littéraires et des lettres privées. Dans les lettres privées, souvent, les écritures ne sont pas trop cursives, sont des gens qui ne sont pas forcément des professionnels de l'écrit et qui s'appliquent. Et donc, l'écriture des lettres privées, souvent, tient un petit peu de la calligraphie, en tout cas à cette époque. À quelques
à quelques exceptions près, l'écriture copte des premiers siècles s'oppose nettement à la cursive des textes documentaires. Je voudrais vous en montrer des exemples avec ces deux lettres des archives du monastère mélicien d'Ator ou de Fator. L'écriture copte est une majuscule qu'on appelle techniquement bilinéaire, c'est-à-dire que les lettres s'inscrivent à peu près toutes entre, on va dire, deux lignes imaginaires, une ligne de base et une ligne de crête, deux lignes imaginaires, donc l'une qui en délimite la partie haute, l'autre la partie basse, dans laquelle les lettres ne sont pas ligaturées les unes aux autres. Vous voyez que les lettres sont séparées. Tandis que l'écriture grecque, elle, échappe à cette bilinéarité avec des lettres présentant plus d'appendices montants ou descendants que les lettres coptes. Et surtout, ces lettres, comme vous le voyez, sont liées, ligaturées les unes aux autres. L'écriture copte a une allure qui la rapproche des textes littéraires grecs de la même époque, lettres majuscules non ligaturées, qui se différencie très nettement de l'écriture grecque des documents comme les contrats, comme les reçus, les lettres administratives, etc. Alors, un autre exemple avec deux documents provenant des archives de Néphéros. Nous sommes toujours au IVe siècle. Et là encore, vous voyez cette écriture bilinéaire qui s'inscrit entre ces deux lignes avec une tendance à ne pas lier les lettres entre elles, contrairement à l'écriture grecque. Cette différenciation est telle qu'au VIe siècle, le notaire et poète amateur Dioscore d'Aphroditée emploiera le même style d'écriture pour écrire des documents en copte, vous voyez, écriture bilinéaire, lettres séparées les unes des autres. Il emploiera la même écriture pour les documents qu'il rédige en copte que pour les textes littéraires qu'il copie ou qu'il compose. Là, vous voyez un texte littéraire qu'il a écrit, qu'il a composé, c'est un poème. Eh bien, vous voyez que l'écriture est à peu près la même et elle a cette tendance aussi à séparer, ce qui est normal en grec, à séparer, puisqu'il s'agit d'un texte littéraire, à séparer les lettres. Donc, vous avez le copte qui est utilisé aussi pour la copie, enfin plutôt le même style d'écriture qui est commun à l'utilisation du copte et à la copie des textes littéraires et qui s'oppose très nettement avec la cursive que Dioscore utilise cette fois-ci pour écrire des documents. Vous voyez que là, on a une allure d'écriture graphique complètement différente et les lettres sont liées les unes aux autres. Cette opposition donc, entre écriture copte et écriture grecque, écriture copte documentaire et écriture grecque documentaire, qui participe d'une digraphie socialement organisée, s'estompera précisément quand le copte cessera de n'être utilisé qu'à des fins littéraires ou épistolaires et qui le sera aussi pour les textes juridiques, voire administratifs, autrement dit quand il accédera à un statut qui en fera l'égal du grec. Mais même après, eh bien, le grec et le copte continueront à cultiver quelques différences que les professionnels de l'écrit se doivent de connaître et de maîtriser. Ce n'est donc pas parce que l'on sait écrire le copte et que l'on connaît les lettres grecques que l'on est capable d'écrire en grec. Il faut acquérir la maîtrise des styles d'écriture grecque pour un copte qui apprend le grec. Cela est d'autant plus nécessaire que même lorsque l'on écrit en copte, on peut être amené à user de ces styles d'écriture. De même qu'un texte copte contient de nombreux mots grecs, qu'on pourrait appeler des emprunts lexicaux, eh bien, un même texte aussi a recours à des styles grecs, j'ose le terme d'emprunt paléographique, pour des séquences qui sont traditionnellement en grec. Regardez ce texte qui est écrit en copte, et à certains moments, vous allez avoir l'inclusion
de séquences en grec, et vous voyez que l'écriture est très différente. Et ces inclusions sont typiquement utilisées pour des récapitulations de sommes, des totaux. Cela fait tant, eh bien, cela fait tant sera écrit en grec. C'est utilisé aussi, ces séquences grecques sont utilisées aussi pour des datations. Là, vous avez écrit pendant tel mois à telle année, en telle année. Donc, vous voyez que dans un document copte, on peut être amené à introduire des séquences en grec, ce qui veut dire que l'on doit connaître évidemment un minimum de grec, mais aussi connaître les différences graphiques qui existent entre un style copte et un style grec. Alors, cette formation au style d'écriture, on peut se demander si elle vient immédiatement après l'apprentissage des lettres, des syllabes ou des mots, ou pas plutôt une fois que l'élève a atteint un bon niveau dans chaque langue, hein, même si la tablette que je vous ai présentée livre un tronçon de phrases en grec qui ne veut... enfin, je ne vous l'ai pas montré précisément, mais qui ne veut rien dire. Autrement dit, on peut se demander si les exemples d'apprentissage des styles, comme cet ostracode que je vous avais montré l'an dernier, qui provient probablement d'un monastère, où vous avez un texte, une paraphrase d'Homère et une citation d'Homère écrite dans deux styles d'écriture différents, eh bien, on peut se demander si ces exercices d'apprentissage de style ne résultent pas d'une formation spécialisée, et j'aurai l'occasion d'y revenir plus longuement l'an prochain. Toujours est-il que les exercices bilingues réellement scolaires n'ont en fait pas en général tendance à différencier les écritures selon les langues, probablement justement parce qu'ils précèdent cette formation spécialisée à laquelle je viens de faire allusion, mais que je détaillerai l'an prochain. Alors, voilà un exemple qui vous montre, j'ai mis ce qui est en grec, je l'ai encadré en bleu, et ce qui est en copte en rouge, et vous voyez que c'est la même écriture qui est utilisée, que ce soit pour le grec ou pour le copte, et donc on a affaire à un niveau où on ne fait pas encore la différence entre les deux styles d'écriture. Après l'écriture, on s'attendrait à ce que le maître aborde à la fois le vocabulaire et la grammaire. Et pourtant, on est surpris de l'absence quasi totale de traces de leçons de grammaire grecque délivrées par des maîtres coptes. Le seul témoignage écrit d'un enseignement de la grammaire dispensé dans un cadre, semble-t-il, coptophone, eh bien, nous l'avons à peine rencontré. Enfin, il y a quelques minutes, il s'agit du codex de tablettes de la Bodléienne de la fin du IIIe ou du début du IVe. Entre autres leçons dont ce codex conserve les vestiges, je vous le rappelle, l'une est consacrée à la déclinaison des pronoms et des démonstratifs grecs, une autre aux flexions de la crie et une troisième à la conjugaison des verbes. Et ces exercices, non seulement avaient pour but d'apprendre la déclinaison et la conjugaison, mais aussi et surtout, je le répète, la terminologie des cas, c'est-à-dire que cela permet de savoir comment on dit nominatif, génitif, datif, accusatif, etc., vocatif. Ça permet aussi de savoir comment on dit duel, pluriel, de savoir comment on dit imparfait, parfait, plus que parfait, aoriste, futur. Nous sommes cependant, avec ce codex, à une époque où le copte est encore au berceau et où un véritable enseignement dans cette langue ne s'est pas encore constitué ni à plus forte raison canonisé. Aussi, le témoignage de ce codex pour le sujet qui m'intéresse maintenant est-il à manier avec précaution. Malgré la présence très minoritaire du copte sous la forme
de la copie du psaume 45, il atteste avant tout un enseignement du grec en grec, suivant les principes de l'enseignement grec. On pourrait s'attendre à ce que l'enseignement copte, en se canonisant, ait développé une terminologie grammaticale et des exercices lui permettant d'enseigner la langue grecque à des coptes. Eh bien, nous n'en avons guère de traces. Même l'enseignement de la grammaire copte a laissé très peu de vestiges écrits, de même que ne nous est parvenu aucun traité de grammaire en copte dans l'Antiquité. Il faut attendre le XIIIe siècle pour que soit rédigée la première grammaire en copte par l'évêque de Samanoud, Amba Yuaina el-Samanoudi. Elle est intitulée Muqaddimat al-Sulam, Introduction à l'échelle, et elle présente succinctement les principaux éléments grammaticaux du copte en préambule, d'où le terme d'introduction, en préambule au lexique copto-arabe que le même Yuaina a composé sous le nom de Al-Sulam al-Kanaïsi, c'est-à-dire l'échelle ecclésiastique. Un sulam, l'échelle, correspond au latin scala, pluriel scalae, dont on désigne par convention les lexiques bilingues qui fleurissent à cette époque de renaissance intellectuelle et littéraire dans un contexte dominé par la langue et la culture arabe. J'aurai l'occasion d'y revenir. Comme le rappelle le grand spécialiste de ces scalae, de ces lexiques, de ces glossaires copto-arabes, Adel Sidarous, je le cite, si la lexicographie pouvait se prévaloir d'une tradition nationale plusieurs fois millénaire, égyptienne, pharaonique et plus tard copte-hellénique, la grammaire, jusque-là inexistante, ne pouvait se développer que dans le giron de la tradition linguistique arabe, dont les principaux mentors se trouvaient alors en Égypte. Mais nous sommes à une époque où le copte est en train de disparaître au profit de l'arabe. Ce travail grammatical et lexicographique est un dernier sursaut d'une culture qui se sent disparaître. Mais pour revenir aux périodes plus anciennes, celles qui nous intéressent, eh bien la quasi-absence de la grammaire dans l'enseignement copte est un fait saisissant qui fait dire à Raffaella Cribiore que, je la cite, la grammaire ne faisait apparemment pas partie du programme régulier des écoles qui enseignaient le copte. Tout d'abord, la rareté des exercices grammaticaux coptes est remarquable et n'est certainement pas le résultat d'une survie aléatoire des textes. Sur les 4 exemples conservés, d'ailleurs, les 2 qui représentent assurément le travail des élèves semblent avoir été des exercices d'écriture copiés sur des modèles plutôt que de véritables exercices de pratique des formes. Dans les écoles qui enseignaient le copte, les étudiants n'ont apparemment pas atteint un niveau d'étude permettant une connaissance sophistiquée de la langue. L'absence totale d'exercices contenant des paraphrases ou des compositions et impliquant une utilisation plus active et plus avancée de la langue est également déconcertante et semble indiquer que l'enseignement de la langue copte ne dépassait guère un niveau élémentaire. Dans ces conditions, on ne peut donc s'attendre à ce que l'enseignement du grec par des coptes ait développé une terminologie et des exercices propres. Nous n'avons à proprement parler qu'un seul document scolaire visant à apprendre la grammaire grecque à des coptes. Il s'agit d'un ostracon qui est actuellement au British Museum, de provenance inconnue, que je daterai du 6e, 7e siècle, contrairement à ce que pense Raffaella Cribiore, qui le date du 7e, 8e. Celui qui l'a écrit, peut-être le maître du fait de son écriture assez régulière, conjugue au présent singulier pluriel, à l'aoriste singulier et au futur singulier pluriel le verbe didasko
j'enseigne. Et vous voyez bien que le verbe n'est pas choisi au hasard. L'autre face du tesson est inscrite, mais malheureusement aucune image n'est disponible. D'après l'éditeur, la main serait cursive. Alors voici à l'écran le texte, d'après l'édition, que je subodore être fautive par endroits, mais malheureusement je ne peux pas la contrôler n'ayant pas d'image. J'ai mis en bleu ce qui est en grec et en rouge ce qui est en copte, distinction qui n'est pas toujours facile à faire, puisque évidemment le copte emprunte des mots au grec, ce qui brouille évidemment la ligne de démarcation entre les deux langues. Vous voyez donc qu'on a des parties nettement en grec et d'autres nettement en copte. Alors le premier éditeur y voyait une lettre religieuse qui a incité Monika Zitska à ne pas reproduire le texte dans sa réédition de l'Ostracon, donc elle a publié juste une face et considère que l'autre face n'a rien de scolaire. Et donc elle ne l'a pas republié. Mais je ne suis pas d'accord, on ne retrouve pas dans les éléments, dans ce texte, les éléments types d'une lettre, et par ailleurs le texte n'est pas homogène et semble être une suite de mots ou d'expressions, soit grecques, soit coptes. Il s'agit donc d'un exercice dont je dois le reconnaître, la fonction est malaisée à déterminer du fait évidemment de son délabrement, de son côté, de sa nature lacunaire. Mais ce qui est important, c'est que là encore, nous avons affaire à un texte bilingue, exactement comme on s'y attend du fait du recto. Alors, ces tables verbales sont le seul témoignage d'un enseignement de la grammaire grecque en copte. Alors, cette exception est cependant à relativiser du fait, on n'y retrouve pas les termes grammaticaux, les noms de temps, les noms des nombres qui caractérisent les tables verbales grecques, et que la documentation scolaire grecque a livrées en grande quantité, notamment les tablettes de la Bodléienne que je vous ai montré tout à l'heure. Il s'agit en fait juste d'une liste bilingue qui, d'une certaine façon, se rattache à la catégorie des lexiques bilingues qui constituent les outils de loin les plus utilisés pour apprendre une langue vivante dans l'Antiquité. Eh bien, ce sont eux justement qu'il nous faut examiner maintenant. Alors, j'insiste sur le fait que l'apprentissage du grec en milieu copte passe avant tout par les listes de mots avec traduction. Autrement dit, les lexiques ou glossaires bilingues. Ces listes prolongent d'une certaine façon les listes de mots, les onomatas, classés par nombre de syllabes par lesquels l'élève apprend à écrire et surtout à lire, mais qui lui fournissent aussi un premier contact avec les mots grecs, puisque nous avons vu qu'elles constituaient une grande quantité des substantifs et des noms propres grecs. Mais la fonction en est ici exclusivement lexicale. Il s'agit, avec ces listes bilingues, pour les élèves d'apprendre le lexique d'une autre langue, en l'occurrence le grec. Cependant, en même temps qu'il apprenait le vocabulaire grec, évidemment, l'élève coptophone approfondit aussi le vocabulaire de sa propre langue, puisque le copte, je le répète, a emprunté de très nombreux mots grecs, notamment techniques, qui se substituaient à des mots égyptiens ou les dédoublaient. Alors ces listes, dont le plus ancien exemple pourrait remonter au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il s'agit d'une liste en grec et en vieux copte, ces listes auront la vie longue puisqu'elles aboutiront aux fameuses scalae dont je viens de vous parler, ces glossaires copto-arabes composés par des coptes lettrés entre le XIIIe et le XIVe siècle, donnant des traductions arabes à des mots coptes ou grecs classés par thème selon de plus anciennes traditions lexicographiques. Les mots de nos listes bilingues scolaires se retrouvent par exemple dans les manuscrits que je vous montre à l'écran, notamment une des plus célèbres scalae, c'est celle qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France, c'est le manuscrit copte 44,
qui a été publié par Munier et ensuite Rouzam. Nous avons déjà rencontré certaines de ces listes l'an dernier en enquêtant sur les cours qu'ont abrité les monastères du Petit Foïbamon et d'Épiphane. Je vous rappelle, je vous les montre très rapidement, cette liste bilingue grec-copte consacrée aux animaux et qui donne dans un second temps des verbes de mouvement ou de station à l'impératif. Nous avions vu aussi cette liste qui semble se poursuivre avec une autre qui doit être située à côté sur un rocher et qui donne les noms des végétaux la plupart comestibles et donc constitue des mots d'usage courant qu'un copte se devait de connaître. Nous avions vu au monastère d'Épiphane ce petit lambeau de glossaire gréco-copte dont il est difficile de savoir exactement de quoi, à quel champ lexical il se rapporte. Et ce glossaire lui aussi abîmé, qui se présente comme une liste de noms d'oiseaux dont seules les entrées en grec sont conservées, tandis que les glosses en copte étaient dans la partie droite, aujourd'hui perdue. Donc ça, ce sont des exemples que j'avais eu l'occasion de vous montrer, mais on a d'autres exemples de listes bilingues qui illustrent cette phase de l'enseignement du grec à des coptes. Alors, ces autres exemples, il peut s'agir de listes très courtes, comme cet ostracone qui est conservé à Vienne, où après avoir effacé un texte copte, commençant par une invocation, eh bien une main a écrit 2 mots grecs, dont le second est suivi de sa traduction en grec, en copte. Artokolion, Pema Entok, boulangerie. Alors, cet ostracone m'avait permis, dans un article de 2000, de reconstituer la forme correcte du nom de métier artokolétes, boulanger, qui ne se trouve absolument dans aucun dictionnaire de grec, dans aucune source littéraire, et qui n'est attesté que dans quelques papyrus qui viennent d'une région bien particulière de l'Égypte et sous une forme abrégée. Donc on n'avait jamais réussi à lire correctement le nominatif de ce mot, et grâce à cet ostracone, on peut reconstituer le nom de métier. Il s'agit de artokolétes, qui dérive du verbe grec kolao, qui veut dire coller, mais qui peut désigner aussi un processus de boulangerie. Et ce mot est typique d'une région, puisqu'on ne le retrouve que dans cette région d'Égypte, autour d'Antiopolis. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un topolèque, c'est-à-dire un mot typique d'un endroit, qui n'est utilisé que dans cet endroit. Alors, malgré l'écriture assez soignée, peut-être la main du maître, de cet ostracone, la nature scolaire de ce texte est confirmée par les 2 noms qui sont écrits à 90 degrés dans la marge de gauche, Kantitos pour Candidos et Théotoulos pour Théodoulos. Alors non seulement le deuxième nom ici est doté d'un accent, alors il est fautif, mais il y a quand même un accent, et les accents, je vous ai dit que c'est souvent quelque chose qui oriente vers une ambiance scolaire, mais en plus on a affaire au nom, pas à 2 noms pris par hasard, il s'agit de 2 des 40 martyrs de Sébaste, dont on sait que la liste était apprise par cœur par les élèves à cette époque. Vous en avez un exemple ici, dans une écriture très scolaire, où vous avez les noms de ces 40 martyrs qui sont copiés et que les élèves devaient apprendre. Alors, je vous rappelle simplement qu'en 320, eh bien, l'empereur Licinius demanda aux militaires de renouveler leur serment de fidélité en sacrifiant aux dieux, et les 40 soldats de la légion 12 Fulminata, cantonnés en Petite Arménie, refusèrent. Ils furent condamnés par Agricolaos à être jetés sur un lac glacé près de Sébaste. Ils moururent tous en faisant preuve d'un héroïsme qui força l'admiration et donna lieu à de nombreux récits, Basile, Romanos le Mélode, Siméon le Métaphraste
et en donnant lieu aussi à un culte très populaire, celui des 45, comme vous pouvez le voir ici sur cette ivoire de Constantinople du Xe siècle, qui peut expliquer que l'on ait tenu à prendre les noms de ces martyrs dans les écoles, à tout le moins dans les écoles monastiques. Et vous avez, avec ce mini-glossaire, un exemple supplémentaire de ce que ces listes participent aux tendances culturelles, mais aussi cultuelles, qui parcourent la société de l'époque et que, malgré leur caractère rébarbatif, sec, eh bien, elles peuvent être lues aussi comme des instantanés des préoccupations littéraires et religieuses des individus. Cela est vrai aussi des autres glossaires que je vous proposerai de découvrir la semaine prochaine, mais vous verrez qu'ils seront autrement plus fournis et donc plus intéressants que ce petit ostracon qui ne contient finalement que quelques lignes. Voilà, je vous remercie.